Bien, bonjour à tous. Je vais hélas commencer ce point de presse par une bien mauvaise nouvelle pour l'économie française, mais derrière l'économie, il y a des gens. Gens qui travaillent vont probablement perdre leur travail en raison de ces mauvaises nouvelles, vont voir à nouveau leur pouvoir d'achat se dégrader, puisque l'OCDE vient de rendre public ses prévisions de croissance pour la France en 2012, qui sont bien en deçà des prévisions de croissance du gouvernement français, elle-même révisée à la baisse, puisque l'OCDE révise sa prévision de croissance pour la France en 2012 de 2,1% à 0,3%. C'est une révision extrêmement importante des prévisions de croissance, une révision même brutale, radicale, qui amène aujourd'hui l'OCDE à annoncer que la France va rentrer, alors selon l'OCDE dans une brève période, mais quand c'est-elle, mais une période de récession. Une période de récession, ce sont donc des entreprises qui vont fermer, des emplois qui vont être détruits, du pouvoir d'achat qui va se dégrader, du chômage qui va augmenter, c'est-à-dire la réalité d'une impasse économique et sociale, celle dans laquelle s'enferme la France maintenant depuis plusieurs années. Ce qui est particulièrement frappant dans la communication de l'OCDE, c'est qu'elle ne fait même pas de lien entre ces révisions de prévision de croissance et les plans d'austérité qu'elle a recommandés dans toute l'Union européenne, puisque la recommandation qu'elle fait à la France, c'est de faire un nouveau plan de réduction des déficits, dont nous savons qu'il aura comme impact de précipiter encore davantage la récession, et il n'y a aucun lien fait par l'OCDE entre ces deux réalités-là. Ce qui est certain, cependant, c'est que le budget de la France est d'ores et déjà insincère, puisque si ces prévisions de croissance devaient se révéler exactes, les hypothèses sur lesquelles nous avons fondé le volet recettes du dernier budget seraient des hypothèses encore parfaitement farfelues. Et cela fait redouter le nouveau plan d'austérité que mettra en œuvre le gouvernement pour satisfaire aux objectifs qui sont des objectifs de plus en plus implacables et de plus en plus inapplicables de l'Union européenne en matière de réduction des déficits et d'austérité. Voilà une prévision en tout cas de l'OCDE qui montre l'impasse économique dans laquelle Nicolas Sarkozy a placé la France, l'impasse économique dans laquelle la Commission européenne et l'Union européenne placent les pays de l'Union européenne, et qui m'amène à commenter les dernières déclarations de Mme Merkel de la manière suivante. C'est qu'il est particulièrement inquiétant que Mme Merkel joue le sort de la zone euro et de l'Union européenne à qui tout double, à vouloir résister seule contre la demande de tous les pays européens, que la Banque Centrale Européenne joue enfin son rôle, ce que l'OCDE d'ailleurs demande elle-même, c'est-à-dire qu'elle rachète directement de la dette souveraine, qu'elle mutualise la dette publique par la création de l'eurobonds. C'est particulièrement difficile à entendre de la part de Mme Merkel et des différents cadors de la CDU et du gouvernement allemand que l'on joue ainsi le sort de l'Union européenne et de la zone euro à qui tout double. Nous ne sommes pas en situation de savoir si aujourd'hui la zone euro sera en capacité de résister à une nouvelle crise qui porterait sur la spéculation sur la dette publique au niveau d'endettement de l'Italie ou de la France. Et pourtant, Mme Merkel reste droit dans ses bottes et ne veut pas aujourd'hui écouter ce qui est le chemin, ou en tout cas de la raison, et qui serait de faire jouer à la Banque Centrale Européenne le rôle que toute banque centrale joue ailleurs dans le monde. C'est-à-dire, face à une crise de la dette, les banques centrales rachètent de la dette. Tout ça, pourquoi? Parce que le modèle de croissance allemand est fondé sur la modération salariale, et qu'il serait aux yeux des salariés allemands insupportable que non seulement on leur serre la vis en matière de salaire, mais que par ailleurs, il y ait de l'inflation, ce que je peux comprendre, mais il n'est pas acceptable aujourd'hui que Mme Merkel veuille résumer l'intérêt de l'Europe à l'intérêt de l'Allemagne. Non, aujourd'hui, l'intérêt de l'Allemagne, ce n'est pas forcément l'intérêt de l'Europe. Et j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il est encore plus inacceptable que le président de la République française ne soit pas capable d'obtenir de l'Allemagne, qui pourtant a comme débouché commercial pour l'essentiel la France et le reste des pays de l'Union européenne, l'Allemagne qui a reconstitué son excédent commercial au détriment de la France et au détriment des autres pays de l'Union européenne, que lui, Nicolas Sarkozy, ne se comporte pas autrement que comme une forme de partenaire docile, impuissant de l'Allemagne, qu'on n'entende pas la voix de la France autrement que dans des communiqués de presse, mais que sur le résultat, rien ne bouge. Rien ne bouge au point même qu'aujourd'hui, l'Allemagne envisage, pensez donc, une révision des traités européens, ça doit être la priorité, révision des traités européens qui amènerait à ce que les procédures de sanctions
mais en procédure de sanction à l'égard des États qui ne respecteraient pas le pacte de stabilité et de croissance ne relève pas d'une décision du Conseil, mais d'une décision politique, mais d'une sanction ou automatique de la Commission européenne ou d'une procédure devant la Cour de justice européenne. Ce seraient les tribunaux qui décideraient du bien fondé d'un budget des États de la zone euro. C'est inacceptable, c'est insupportable qu'on en arrive à une telle situation, et bien pour autant, Madame Merkel avance, et pendant ce temps-là, Nicolas Sarkozy, que fait-il? Je ne sais pas. Il fait de la com, il fait de la politique. Il fait de la politique d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, aux frais de l'État. Et nous allons poser maintenant la question du coût des déplacements du président de la République. À Tricastin, nous avons eu un discours de candidat à l'élection présidentielle. Nous voulons savoir quel a été le coût de ce déplacement et sera-t-il ou pas imputé au compte de campagne de Nicolas Sarkozy. Mais il n'est plus acceptable aujourd'hui que le président de la République confonde son rôle de président de la République, dépositaire de l'intérêt général et de l'intérêt de tous les Français, et son rôle de candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il y a une utilisation des moyens de l'État à des fins de campagne électorale, et nous n'acceptons pas cela, et nous pointerons la réalité aujourd'hui de l'utilisation de ces fonds à chacun de ces déplacements. Tricastin, et le déplacement de Tricastin et son discours doit être affecté au compte de campagne du candidat Nicolas Sarkozy. Nous le pointerons à chacun de ces déplacements, et nous le chiffrerons, à chaque fois. Je ferme la parenthèse, mais pour dire que, véritablement, aujourd'hui, nous sommes sur les questions européennes dans une situation très critique, où l'Allemagne joue le sort de la zone euro à quitte ou double, et pendant ce temps-là, Nicolas Sarkozy gesticule, commande, fait toutes choses sans doute bien fondées aux yeux des communicants de l'Élysée, mais qui n'ont aucun intérêt du point de vue du sort des Français. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction, mais qui m'amène assez naturellement à commenter ce que vont être les très mauvais chiffres du chômage, puisqu'il est fort probable que le nombre de chômeurs, en tout cas pour les chômeurs de catégorie A, en pourcentage de la population active, se rapproche des 10% de la population active. Là où, je vous le rappelle, Xavier Bertrand voulait porter le taux de chômage à 9% à la fin de l'année. Cette déclaration, il l'avait fait en juin. Là encore, c'est un échec cuisant de la droite. Pourquoi? Parce qu'elle a mis en place des politiques d'austérité qui ont sacrifié l'emploi, qui ont sacrifié les créations d'emplois, et nous en payons aujourd'hui directement le prix. Nous avons des engagements qui ont été pris par le gouvernement qui, une nouvelle fois, ne sont pas tenus, une nouvelle fois illustrent ou l'inconséquence ou l'incompétence ou l'irresponsabilité, mais comme d'habitude, dès lors qu'il s'agit d'emploi et de questions sociales, le gouvernement échoue. Je dis comme d'habitude parce que c'est systématique, nous n'avons jamais une seule bonne nouvelle à commenter. Jamais à ce pupitre sur la question du chômage, sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de la pauvreté, je n'ai une seule bonne nouvelle à commenter, ni à mon initiative, ni à la vôtre, parce que j'aurai une question. Nous n'avons que des mauvaises nouvelles à commenter, en dépit du fait que ce gouvernement continue à fanfaronner sur ses résultats et à expliquer qu'il est meilleur que tous les autres. La réalité aujourd'hui, c'est que les Français mesurent dans la chute du nombre d'emplois créés, dans la montée du chômage, les conséquences des politiques d'austérité. L'austérité, ça produit de la récession, c'est ce que l'OCDE annonce et c'est ce que nous aurons. Et la récession, hélas, ce sont des centaines de milliers d'emplois en moins. Je voudrais juste aussi rappeler que quand on commente le chômage, on commente le taux de chômage de catégorie A, mais si on regarde l'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, il s'agit de plus de 4 800 000 personnes qui sont inscrites comme demandeurs d'emploi. Et si, je vous le rappelle, on intègre à ces statistiques les chômeurs des départements et des territoires d'outre-mer qui ne sont pas dans les statistiques, et les seniors de plus de 55 ans, ce sont 6 millions de personnes qui sont aujourd'hui concernées par le sous-emploi ou par le chômage. Voilà la réalité du bilan social et économique de Nicolas Sarkozy. Près de 6 millions de personnes qui sont concernées ou par le chômage ou par le sous-emploi. Cependant, évidemment, pas pour dire quand même que cette population, ces Français qui sont concernés par le chômage ne font pas l'objet d'attention de la part du gouvernement. C'est vrai qu'ils font l'objet de politique de la part du gouvernement. Cette politique, cette attention, c'est la lutte contre la fraude sociale. Il ne vous aura pas échappé que si les chômeurs intéressent le gouvernement, c'est parce que le gouvernement considère que les chômeurs, souvent, fraudent la sécurité sociale et qu'il faut donc leur taper sur les doigts et qu'il faut surtout lutter contre la fraude sociale, oubliant que l'essentiel de la fraude sociale aujourd'hui, c'est la fraude aux cotisations sociales, c'est-à-dire les employeurs qui ne payent pas les cotisations qu'ils devraient à la sécurité sociale. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de la fraude sociale? C'est parce que quand on mesure aujourd'hui que grâce à l'opposition et au travail des journalistes, on a pu, le fisc s'est enfin attaqué à Madame Bettencourt pour relever
qu'elle devait à l'État 77 millions d'euros. Une paille, hein. Juste 77 millions d'euros, mais qu'il aura fallu une campagne de presse, une campagne de l'opposition pour qu'enfin on regarde droit dans les yeux la situation de Madame Bettencourt au regard du fisc, Madame Bettencourt qui appartient au premier cercle des donateurs de l'UMP, sans doute un hasard, mais en tout cas pour mesurer que c'est cette fraude fiscale qui aujourd'hui devrait faire l'objet de l'intervention du président de la République, fraude fiscale qui manifestement concerne, ça a l'air d'être une sorte de coutume familiale, toute la famille Bettencourt, parce que le gendre de Madame Bettencourt, M. Meyer, lui aussi est concerné, encore une paille, 2,5 millions d'euros qu'il devrait à l'État, encore une paille, je dis, encore sans doute un donateur du premier cercle de l'UMP, mais voilà, la réalité c'est que la fraude elle est là, elle est plutôt aujourd'hui du côté des riches que des pauvres, et je rappelle juste que quand certains ont parfois pris des libertés avec la règle, parfois ont été au risque de perdre leur emploi comme des caissières dans les poubelles du supermarché, récupérer des marchandises qui étaient volées pour ensuite, non pas volées, mais qui étaient jetées pour ensuite être menacées dans leur emploi. Cette fraude-là fait l'objet de toutes les attentions du gouvernement. La fraude fiscale des plus riches, comme d'habitude, beaucoup moins. Ce deux poids, deux mesures est absolument insupportable. Et puis pour finir ce point presse, je voudrais noter le dernier mensonge en date de Claude Guéant. Au palmarès des menteurs, et ils se partagent les rôles quand même, comme moi je ne sais plus qui est numéro 1, numéro 2, numéro 3, donc je ne vais pas accabler le pauvre Claude Guéant. J'ai vraiment hâte qu'il soit plus ministre, je vous le dis, parce que ça fait mal à chaque fois à la France et à l'idée qu'on fait de l'intégrité que de voir ce monsieur porter le costume d'un ministre de la République. Ce monsieur qui lui aussi en campagne, donc on devrait mesurer à chaque fois le coût de ses déplacements parce qu'il ne sert plus l'intérêt de la France depuis longtemps, mais sert d'abord les intérêts de la campagne de l'UMP Nicolas Sarkozy, donc a expliqué que le projet du Parti Socialiste qui était favorable au droit de vote des étrangers était de faire élire des maires étrangers. Je veux juste rappeler que notre position est d'aligner pour les élections municipales la règle sur celle des étrangers communautaires, c'est-à-dire des Européens qui participent d'ores et déjà aux élections municipales, c'est-à-dire la possibilité d'être conseiller municipal mais pas maire, la possibilité de participer aux élections mais pas d'être maire. Nous ne voulons pas demain aller au-delà de cela, mais ce sera déjà un progrès considérable. Et ce qui est insupportable, c'est de voir qu'une fois de plus, Claude Guéant, de manière éhontée, continue à mentir, parce qu'il sait que d'une manière ou d'une autre, ces mensonges ont un impact politique, et sur un registre qui est toujours plus extrémiste et radical, c'est-à-dire la question c'est de savoir où cela va-t-il s'arrêter pour Claude Guéant, et où cela va-t-il s'arrêter quand aujourd'hui il prospère, se promène, s'ébroue sur le terrain du Front National en permanence, et ne s'ébroue d'ailleurs plus que sur ce terrain-là. La question de l'ouverture de ce gouvernement à des ministres issus du Front National de l'État ne se pose même plus, puisque nous en avons déjà, et Claude Guéant remplit parfaitement ce rôle. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction à ce point.